L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent de bons rapports. La République de l'Inde annonce une aide de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cette somme injectée dans le secteur du transport vise l'importation et l'entretien de bus. Et nous irons au Ghana où les premières dames d'Afrique sont en réflexion depuis hier. Elles réaffirment leur engagement contre le VIH-Sida. Participe à la rencontre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Lundi 15 février prochain débute la campagne 2016 de la filière Anacad en Côte d'Ivoire. Le prix Borchamp du kilogramme de la noix de cajou passe de 275 à 350 francs CFA, soit une augmentation de 75 francs CFA. En relais de force dans les groupes armés sont utilisés comme espions, cuisiniers et parfois même comme esclaves sexuels. On les appelle les enfants soldats. L'ONU, à travers l'UNICEF, dit non à cette pratique en initiant une journée tous les 12 février. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a fait son rapport pour l'année 2015. Le patron de la ACA, Ibrahim Savané, a remis ce rapport hier au président de la République et il aborde notamment les questions relatives au paysage audiovisuel, au contrôle du pluralisme, à la couverture médiatique de l'élection présidentielle, aux défis du secteur de la communication audiovisuelle. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. La ACA devant le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi. Une rencontre conformément à la mesure selon laquelle chaque institution doit rendre compte tous les ans de ses activités au chef de l'État. Pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, le président Alassane Ouattara, en recevant le rapport sur le bilan des activités 2015 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, honore la grande famille de la communication. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui honorés du fait que vous puissiez nous recevoir ce jour, la ACA et moi-même. Et nous vous en remercions parce que c'est tout le secteur de la communication qui est honoré. Le rapport présenté fait état du contrôle du pluralisme politique, de la couverture médiatique réussie de l'élection présidentielle d'octobre dernier, ainsi que de la mise en œuvre de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Ce dernier point, selon le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, constitue l'un des enjeux majeurs pour faire face aux nombreux défis de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, en raison des évolutions techniques majeures qu'il connaît, le secteur de la communication audiovisuelle fait face à d'importants défis dont la ACA mesure la portée. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place la réception des émissions audiovisuelles étrangères sur le territoire national ainsi que l'exploitation des fréquences radioélectriques non autorisées. Il nous faut véritablement acquérir des équipements appropriés pour qu'à terme, l'on puisse empêcher techniquement la réception et la diffusion illégale de ces émissions, dont les contenus peuvent constituer parfois une menace réelle pour la protection de l'enfant, de l'adolescent, et même quelquefois constituer une menace pour la sûreté de l'État et la sécurité publique. Mais, Monsieur le Président de la République, la véritable réponse à cette situation réside dans la mise en œuvre effective de la libéralisation. Si un paysage reste longtemps en jachère, il arrive que chacun y fasse pousser ce qu'il veut. Donc, un effort commun est nécessaire pour que notre paysage puisse évoluer de façon harmonieuse. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir félicité les membres de la ACA, les a encouragés à poursuivre leurs activités. Il a indiqué qu'un État sans institution forte ne peut être crédible. La ACA est une institution importante. L'audiovisuel est un outil formidable aujourd'hui dans la gouvernance de tous les grands pays, de tous les pays modernes. Nous avons l'ambition de donner à notre pays une nouvelle constitution, j'espère cette année, par référendum. Et cela doit nous permettre de revoir le nombre et la qualité des institutions de la République. Les institutions sont importantes, de mon point de vue, parce qu'un État sans institutions crédibles ne peut pas en réalité tenir face aux crises. Et en cela, je voudrais vous féliciter pour la patience dont vous avez fait preuve à l'occasion des élections de 2015 qui nous ont permis de faire des élections équitables, réussies et surtout apaisées et reconnues par la
communauté internationale. Et le président de la République de rassurer, pour terminer, les membres de la ACA quant à son soutien sans faille en vue des moyens à leur apporter pour la réussite de leur mission. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent de bons rapports. Le diplomate indien en fin de mission à Abidjan vient d'être reçu par le président Alassane Ouattara. Il lui a fait ses adieux. La République de l'Inde annonce une aide de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et cette somme injectée dans le secteur du transport vise l'importation et l'entretien de bus. On en sait plus avec Awatouri. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, est venu informer officiellement le président de la République Alassane Ouattara de la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui de passer en revue les relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis 2005, date d'ouverture de la mission diplomatique ivoirienne à New Delhi, l'Inde intervient activement dans le financement de nombreux projets agro-industriels, technologiques et biotechniques, VITIB, électriques et automobiles. Pour le diplomate indien, la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire est l'exemple type de la coopération sud-sud. I'm completing my mission and have spent less than 2 years. Le président s'est réjoui du fait que depuis mon séjour ici, les projets économiques de développement en Côte d'Ivoire sont allés relativement très vite. J'ai eu l'occasion également d'informer son Excellence Monsieur le Président du fait que la ligne de crédit de 100 millions de dollars de Ashokle Lang est en train d'être signée et que bientôt la Côte d'Ivoire sera fournie en matière de bus et de camions. Et au travers des médias que vous représentez ici, c'est l'occasion pour moi de remercier le peuple ivoirien pour cette affection qui m'a été accordée tout au long de mon séjour en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Dinesh Bhatia, qui a présenté ses lettres de créance le 12 juin 2014, s'est félicité de l'intensification de la coopération économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant au Ghana où les premières dames d'Afrique sont en réflexion depuis hier. Elles réaffirment leur engagement contre le VIH-Sida. Participe à la rencontre la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, temps fort de la journée d'hier, le lancement de la campagne continentale All-In, où tous inclus, une campagne qui vise à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida chez les adolescents en Afrique. Le récit est signé Viviane Aimé. Faire barrage au sida qui frappe de plus en plus les adolescents en Afrique. La pandémie est devenue aujourd'hui la principale cause de décès chez les jeunes Africains âgés de 10 à 19 ans. C'est autour de cet objectif que se sont réunies le jeudi 11 février à Accra, au Ghana, les premières dames d'Afrique. Regroupées en une organisation dénommée l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, en abrégé OPDAS, créée en 2002 à Genève à l'issue d'une réunion organisée par l'ONU-SIDA. L'OPDAS compte à ce jour une quarantaine de membres et a un secrétariat permanent établi à Addis Abeba en Éthiopie. L'OPDAS joue un rôle important pour le plaidoyer et la mobilisation des partenaires autour des programmes de lutte sur le continent. La rencontre d'Accra était la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Prenaient part les premières dames de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, d'Éthiopie, du Kenya, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau. Au total, 7 premières dames qui représentaient différentes régions du continent. Au nom de leur organisation, elles ont procédé au lancement de la campagne continentale baptisée « Tous inclus », campagne destinée à lancer l'offensive contre l'épidémie du VIH chez les adolescents. La première dame du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, nouvelle présidente en exercice de l'OPDAS, et présidente d'honneur de la conférence, a appelé ses consoeurs premières dames à l'action. Nous devons agir très rapidement, a-t-elle souhaité. Invitée à prendre la parole au nom de l'Afrique de l'Ouest, la première dame de Côte d'Ivoire, déjà fortement impliquée dans la lutte pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans son pays, la Côte d'Ivoire, a proposé des pistes d'action tout en appelant ses consoeurs premières dames à fédérer leurs efforts. L'Afrique compte aujourd'hui plus de 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux d'ici 2050. Et lorsque l'on sait
que le nombre de nouvelles infections à VIH augmente chez les adolescents et chez les jeunes, alors qu'il est en régression dans les autres groupes d'âge, nous ne pouvons que nous mettre en action pour stopper la menace. Il s'avère donc indispensable d'assurer un meilleur accès aux adolescents à l'information, à l'éducation et aux services de santé sexuelle. Les premières dames d'Afrique que nous sommes devons fédérer nos efforts avec l'appui des acteurs nationaux et internationaux afin de sensibiliser et de protéger notre jeunesse. C'est donc à juste titre que je voudrais saluer cette initiative qui nous permettra de faciliter l'accès à des services de santé adaptés aux besoins des adolescents et à intensifier la sensibilisation sur les IST, VIH-Sida et santé de la reproduction. J'ai la ferme conviction qu'en conjuguant nos efforts, nous parviendrons à faire bouger les lignes et à contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. La première dame a fait savoir l'engagement du gouvernement ivoirien dans cette lutte et qui est déjà en campagne depuis le 5 octobre 2015. Les agences des Nations Unies, à savoir l'ONU-SIDA, l'UNICEF et l'UNFPA, ont apporté leur soutien à l'initiative des premières dames d'Afrique pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, le système des Nations Unies renforce les capacités opérationnelles et suivi des centres d'état civil. Des motos, des vélos et des équipements informatiques ont été offerts au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Coût de tous ces dons, 203 millions de francs CFA, nous explique Abou Sanogo. C'est un don de 203 millions de francs CFA. Il est constitué de 120 motos, 22 vélos, 50 kits informatiques et d'un véhicule. Réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ce geste du système des Nations Unies vient renforcer les capacités opérationnelles de certains centres d'état civil de la Côte d'Ivoire. Nous tenons donc ici à saluer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à lancer bientôt un grand chantier de la réforme de l'état civil à laquelle l'Union africaine invite les États membres à travers son initiative, et je cite, « Initiative pour l'accélération de l'enregistrement des faits d'état civil et l'établissement d'état civil en Afrique ». Cette réforme va contribuer à réaliser l'enregistrement universel et gratuit de toutes les naissances qui surviennent en Côte d'Ivoire. Ces équipements, j'en suis convaincu, contribueront à améliorer l'efficacité des centres d'état civil aux fins de délivrer des prestations de qualité et de réduire les risques de conflits liés à l'identification dans les zones ciblées par le deuxième plan. Ces dons vont nous aider dans un domaine très important de la vie de la nation à accroître notre capacité d'enregistrement des naissances, en faisant en sorte que nos agents puissent aller au plus près des populations. On estime à 1 800 000 le nombre d'enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Le don du système des Nations Unies a été rendu possible grâce au Fonds de consolidation de la paix qui accompagne dans le cadre du nouveau plan prioritaire couvrant la période 2015 à 2017 à travers l'UNICEF. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, invité des rendez-vous du gouvernement, s'est prononcé sur les enjeux de l'économie numérique. En Côte d'Ivoire, les TIC font aujourd'hui partie du quotidien. 16 millions d'abonnés en 2011. Le nombre d'utilisateurs de téléphones portables est passé à plus de 24 millions en 2015. Et de plus, les transactions par mobile money sont estimées à 15 milliards de francs CFA. Alexis Ouidraogo. Appels, SMS, transfert d'argent ou achats en ligne, le numérique est partout dans le quotidien de l'Ivoirien. Rien que pour le mobile money, plus de 15 milliards de francs CFA sont engagés chaque jour dans les transactions. Le numérique a une puissante influence sur l'économie, création de richesses, mais surtout de nouveaux métiers. Il y a un gisement énorme. Pour acheter un pain baoulé, si par hasard vous êtes sur la route entre Yamoussoukro et Boaké, vous arrêtez à Bomizambo, vous achetez des pains. Mais ces pains qui sont beaux, qui sont appréciés, vous les mettez en ligne. Vous les mettez en ligne et vous avez tout de suite un client qui est au Guatemala, qui est au Pérou, un Ivoirien, même pas souvent un Ivoirien. Ça peut être un Africain, ça peut être même un Européen, un Américain du Sud, etc.,
qui va regarder, qui va dire mais c'est bon, et puis qui achète en ligne. Et l'État veut voir grand pour ces prochaines années, numériser le maximum de tâches et services fournis par l'État en vue de faciliter la vie du citoyen. Cette solution devrait être d'ailleurs une arme imparable contre la corruption. Ça va éviter qu'on puisse dire qu'un dossier est perdu. Ça va éviter que quelqu'un mette le pied sur le dossier en attendant que le demandeur vienne le voir. Et puisque désormais, on pourra à tout moment savoir que le dossier est chez tel. La mise en œuvre d'un identifiant unique est annoncée. Il devrait permettre d'adjoindre à chaque citoyen un numéro qui devrait le suivre dès sa naissance et le long de son existence. À la longue, l'État pourrait ne plus avoir à demander aux citoyens des documents qu'il délivre lui-même. Des procédures simplifiées pour les examens et autres concours publics. Pour les jeunes, le numérique va booster les innovations. Un accompagnement financier de 500 millions est prévu. Vous pouvez avoir une formation initiale la meilleure possible, une spécialisation la plus approfondie possible, mais si vous manquez, si vous n'avez pas cette TIC, cette couche numérique, malheureusement, vous risquez d'avoir des difficultés pour avoir un emploi. Quant aux frais douaniers, le ministre se veut rassurant. 0% de droits de douane, 0% de TVA. Le gouvernement a travaillé à la détaxification du matériel informatique. Pour le ministre, il faut toutefois dénoncer les cas indélicats. Sur les questions des remous à l'RTCI, le ministre a appelé à la retenue, l'essentiel étant la qualité des services proposés aux populations. Bruno Nabagné-Koné s'est prononcé sur le déploiement de la TNT. 9 mois sont annoncés pour dérouler le projet. Objectif 2020 pour le ministère de l'économie numérique, assurer 100% du taux de couverture et plus de 50% du taux de pénétration du haut débit, avec à la clé 150 000 emplois. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Lundi 15 février prochain débute la campagne 2016 de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle donc pour les producteurs. Le prix Borchon du kilogramme de la noix de cajou passe de 275 à 350 francs CFA, soit une augmentation de 75 francs CFA. Et les autorités invitent au respect de ces prix et préviennent que des sanctions seront prises contre les acheteurs véreux. Francis Boifou. Sur une production mondiale attendue de 2 900 000 tonnes de noix de cajou brutes cette année, la Côte d'Ivoire a l'ambition de produire 725 000 tonnes, soit 24%. Objectif, maintenir sa position de premier producteur mondial de cajou en 2015. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le défi majeur reste la transformation de la noix de cajou. Le taux actuel est de 6%. L'État a décidé d'encourager les transformateurs locaux. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix de cajou qu'ils auront transformée localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Cette année, le prix Borchon du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 350 francs CFA et la campagne démarre le 15 février prochain. Des mesures ont été prises à l'encontre des acheteurs véreux. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Pour les responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le respect des prix vise à augmenter les revenus des producteurs. 288 milliards de francs CFA leur ont été distribués en 2015 contre 169 milliards en 2014. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant va à la rencontre des associations féminines pour recueillir leurs attentes et préoccupations. Le ministère mise ainsi sur la proximité dans son action pour améliorer les conditions de vie des femmes en Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine d'ONG et d'associations de femmes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire répondent à l'appel de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Moment favorable pour elle d'échanger avec la ministre sur la mise en œuvre de la politique nationale de la famille, la formation et l'insertion socio-professionnelle de la femme. On attend que de véritables mesures d'accompagnement soient prises pour nous aider à nous insérer dans les secteurs d'activité où il y a peu de femmes. Dans l'immédiat, il y a l'adoption des documents
de la consultation familiale. Et partant de là, que véritablement que nous soyons rassurés des décisions qui vont être prises à l'endroit et en faveur des familles, les projets. Ces attentes seront prises en compte, rassure Efrazi Yao, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Le 22 février, nous allons faire le programme de travail gouvernemental. Et j'ai toute la quintessence pour proposer ce que vous avez entendu au Premier ministre d'un camp et au Président de la République. Cette rencontre a vu également la participation des membres du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, les élus, les cadres de l'administration et les femmes leaders communautaires et religieuses. Objectif, recueillir les aspirations profondes de ces associations qui seront traduites en actions gouvernementales. Reportage réalisé par Christelle Nda et Ami Sissoko. Les femmes sont aussi dans le domaine de la communication. Avec les hommes, elles ont raflé des prix à la 17e édition de la soirée des Ébonies, récompensant les meilleurs journalistes en Côte d'Ivoire. Hier, tous les lauréats de cette édition 2015 des Ébonies ont reçu leur lot. Jérôme Kwaku, le super Éboni, est entré en possession de sa voiture. Le reportage de Patricia Omouetia. Chose promise, chose due. Le super Éboni de l'édition 2015 a officiellement reçu les clés de sa voiture ici à la Maison de la Presse. Ça y est, tout ce qui a été promis nous a été remis. C'est aussi la preuve que l'UNGCI est une structure crédible qui tient ses engagements. On est fiers. À l'instar de Jérôme Kwaku, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également remis officiellement aux différents lauréats du prix Éboni leur lot. Des prix composés d'appareils numériques, de téléviseurs et de plusieurs chèques. Mais c'est toujours bien d'être récompensé quand on a été lauréat. Et je remercie l'UNJCI qui a tenu vraiment ses promesses. Être reconnu par ses pairs, c'est toujours une satisfaction morale et c'est surtout aussi une exhortation à toujours mieux faire. Pour moi, c'est un défi à relever. C'est un autre défi, un autre combat que je dois mener pour aller plus haut. Vaut mieux tard que jamais. Le super Éboni de l'année 2011, Irène Barth, est finalement entrée en possession des clés de sa villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Pour les promoteurs, c'est une injustice qui vient d'être réparée. Nous venons réparer une injustice parce que l'administration est en une continuité et nous pensons que la presse c'est notre famille. Nous voulons réparer cette injustice. Puis les années à venir, nous allons donner au Éboni actualisé. Un soulagement pour le président de l'UNJCI. Selon lui, partenaires et membres du jury œuvrent pour la crédibilité de l'organisation. Dans l'histoire de l'UNJCI, c'est la première fois que les lauréats s'en sortent avec autant de millions. Et c'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des journalistes qui veulent remporter ce prix, de se mettre au travail. Et c'est dès maintenant que ça commence. Le prix Éboni est organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en hommage au journaliste et auteur Noël X Éboni, décédé le 22 juillet 1986 à Dakar. D'autres lauréats ont aussi été primés. Les lauréats du prix d'excellence 2015 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été célébrés. Au nombre de 9, ils ont été félicités et récompensés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La CEI et l'ONUCI viennent d'avoir une séance de travail. La Commission électorale indépendante et la mission d'évaluation stratégique des Nations Unies ont fait le bilan des dernières activités de la CEI, notamment l'organisation de la présidentielle d'octobre 2015. Les futures échéances électorales ont aussi été évoquées. Salimatou Dia, Gabriel Zani signe ce reportage pour vous. Une mission d'évaluation stratégique des Nations Unies à la Commission électorale indépendante ce jeudi. Parmi les points abordés, le bilan des dernières activités de la CEI dans le processus de paix en Côte d'Ivoire avec l'appui du système des Nations Unies. L'ONUCI a fortement contribué à créer les conditions propices à la tenue d'un scrutin présidentiel libre, régulier, transparent et ouvert à tous en 2015 par un appui en matière de sensibilisation, avec une forte implication des forces onusiennes aux côtés des forces nationales. Au-delà de l'évaluation de la contribution de l'ONUCI, cette séance de travail permet à la mission de prospecter en vue de leur retrait du pays. Le Conseil de sécurité nous a demandé de voir comment il serait envisageable de procéder à un retrait de l'ONUCI en capitalisant sur l'élection présidentielle de 2015, mais aussi en tenant compte des prochaines échéances électorales
et référendaire, et aussi des enjeux sécuritaires au niveau national et au niveau sous-régional. Un retrait prévu à l'aube 2017, mais l'envoyé des Nations Unies rassure quant au soutien de l'organisation lors des prochaines échéances électorales. En rôle de force, dans les groupes armés, ils sont utilisés comme espions, cuisiniers, parfois même comme esclaves sexuels. On les appelle les enfants soldats. L'ONU, à travers l'UNICEF, dit non à cette pratique en initiant une journée, la Journée internationale des enfants soldats, célébrée tous les 12 février. Et cette journée vise à interdire l'usage et l'enrôlement des moins de 18 ans dans les conflits armés. Ces enfants utilisés pendant ces guerres ont du mal à s'insérer, nous explique Alexis Ouedraogo. Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria. Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Nous avons commencé à nous battre contre notre peuple. Après la guerre, on a été désarmés. Ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être rabatteur dans les minibus. Ils n'avaient rien à faire et je ne voulais pas me retrouver à voler des gens dans la rue pour pouvoir manger mon pain quotidien. En plus, je peux dormir sur le trottoir. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les deux guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. Voilà, vous avez vu le portrait de cet enfant soldat nommé Abdoul, jeune Libérien enrôlé de force pendant la guerre dans son pays au Libéria à l'âge de 15 ans. Je vous propose maintenant de revenir sur ce reportage d'Alexis Ouedraogo parlant de ces enfants utilisés pendant la guerre et qui ont du mal à s'insérer. On leur apprend une seule chose, tuer. Véritables machines de guerre, ces enfants soldats sont très souvent obligés en rite de passage d'exterminer leur propre famille. Objectif, arracher à leurs âmes toute forme d'humanité. Junior a été récupéré par l'UNICEF en République centrafricaine. Sa motivation à lui, c'était la vengeance. Les adultes lui ont mis une arme entre les mains. Nous tuions les gens comme des termites. Avant de nous battre, nous prenions des drogues. Nous avions besoin de nous sentir comme des hommes, être essentiels. Certains, à la différence de Junior, sont enrôlés de force. Espions, éclaireurs, cuisiniers, gardes ou esclaves sexuels, filles et garçons, ces enfants sont manipulés, maltraités et violés. Le pire pour eux, les périodes post-conflit. Ces enfants soldats se retrouvent seuls avec des blessures physiques et psychologiques. Rejetés par leur famille, leur façon de penser a changé. Ils ne connaissent plus que la violence. C'est pour eux que les Nations Unies ont signé le 12 février 2002 un protocole en vue d'interdire l'utilisation d'enfants dans les conflits. C'est un crime de guerre. Un enfant soldat est toute personne de moins de 15 ans ayant participé aux hostilités. Ces personnes qui ne sont pas reconnues par les forces ou groupes armés ne sont pas prises en charge par les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion. Habitués à prendre les armes ou à avoir tout par la force, par les armes, sont aujourd'hui dans les conflits armés ou à la fin du processus armé, des bandits, des voyous, des grands chemins qui pillent et qui volent les honnêtes citoyens. La journée du 12 février invite à la solidarité internationale autour du fléau. Les parents sont exhortés à éviter d'offrir à leurs enfants des jouets qui renforcent la culture de la guerre. La guerre n'est pas un jeu.
Du sang a coulé dans le nord Mali. 2 attaques distinctes ont fait au moins 8 morts à Tombouctou et à Kidal. Il s'agit de 5 casques bleus guinéens et de 3 soldats maliens. Ils ont été tués au cours de 2 attaques séparées attribuées à des djihadistes qui ont récemment multiplié leurs actions dans la région. Ces attaques coïncident avec la première visite de terrain entamée lundi dans le nord du pays du nouveau chef de la MINUSMA. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.